Le dernier survivant du Hindenburg s'est éteint en 2014, mais pas avant d'avoir livré une confession qui a fait voler en éclats tout ce qu'il avait eu pendant 77 longues années. Lié par des documents et contraint au silence, il avait porté la vérité comme un poids sur sa poitrine, mais alors qu'il gisait sur son lit de mort, il a finalement laissé la vérité s'échapper. Il a révélé que plusieurs passagers à bord de ce dernier vol n'étaient pas du tout ceux qu'ils prétendaient être. Dissimulés parmi les voyageurs ordinaires se trouvaient des agents secrets des hommes dont il n'avait pleinement compris la présence que bien plus tard. Selon ses derniers souffles, quelqu'un sur ce dirigeable avait planifié sa destruction. Sa confession suggérait une dissimulation s'étendant jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, laissant entendre que l'explosion du Hindenburg n'était pas simplement un accident, mais l'acte d'ouverture de quelque chose de bien plus sombre. Le Hindenburg lui-même avait débuté comme un rêve ambitieux, né d'une nation convaincue que le ciel lui appartenait pour être conquis. La fascination de l'Allemagne pour les Zeppelins grandissait depuis des décennies, et en 1936, ces ingénieurs étaient prêts à construire quelque chose de plus grand et de plus magnifique que tout ce qui s'était jamais élevé dans les airs. Sous la direction du docteur Hugo Eckener, le massif LZ 129 émergea lentement à l'intérieur de l'imposant hall d'assemblage de Friedrichshafen. Lorsqu'il fut finalement sorti, sa taille semblait presque irréelle, s'étirant sur 245 mètres de long, soit près de 803 pieds et demi, et s'étendant sur 41 mètres de diamètre, éclipsant tout aéronef jamais construit. À l'intérieur de son squelette lisse en duralumin, 16 énormes cellules de gaz contenaient près de 200 000 mètres cubes de gaz de levage, plus de 7 millions de pieds cubes. Le plan dépendait à l'origine de l'hélium, le seul gaz qui ne brûlait pas. Mais les États-Unis, principal fournisseur mondial, avaient interdit toutes les exportations d'hélium en 1925, le qualifiant de trop rare et trop stratégiquement important. Aucune exception, surtout pas pour l'Allemagne nazie. Acculés, les constructeurs se tournèrent vers l'hydrogène. L'hydrogène offrait plus de portance et une plus grande vitesse, mais son nom seul portait une ombre, un rappel de la facilité avec laquelle il pouvait s'enflammer. Ce choix, le choix qu'il ne pouvait éviter, allait sceller le destin du Hindenburg. Malgré le danger, le dirigeable achevé ressemblait à un palais flottant. Lorsqu'il fut lancé en mars 1936, les journaux le louèrent comme le summum de l'ingénierie allemande. 2 ponts entiers étaient consacrés aux passagers, 25 cabines, une salle à manger raffinée, un salon spacieux et même un fumoir entièrement pressurisé, maintenu sûr uniquement grâce à des astuces d'ingénierie élaborées. Max Schulze, le barman, engagé spécifiquement pour cette chambre scellée, surveillait chaque mouvement comme un faucon, s'assurant qu'aucune étincelle ne s'échappait jamais. Tous ceux qui travaillaient à bord comprenaient ce qui restait non dit. Le vaisseau était magnifique, mais fragile d'une manière que la plupart préféraient ne pas reconnaître. Pourtant, pendant un temps, le Hindenburg tint toutes les promesses faites à son sujet. 4 moteurs diesel Daimler-Benz le propulsaient à environ 125 km/h, environ 78 miles par heure, lui permettant de traverser l'Atlantique en 2 fois moins de temps que les paquebots les plus rapides. Rien qu'en 1936, il effectua 17 allers-retours 10 vers les États-Unis et 7 vers le Brésil, le tout sans incident. Des milliers de passagers voyagèrent dans le confort, regardant le monde défiler sous eux, à travers de longues fenêtres de galeries dînant de mets fins et sirotant des boissons servies par Max Schulze comme s'ils étaient à bord d'un hôtel luxueux suspendu dans les nuages. Beaucoup le proclamèrent l'expression ultime de la vitesse de l'élégance et de l'ingénierie moderne. Il devint le premier aéronef à offrir un service régulier de passagers transatlantiques, et pendant des mois, l'âge d'or du voyage en dirigeable semblait inarrêtable, bien que la vieille peur n'ait jamais totalement disparu. Le docteur Eckener avait insisté sur l'hélium dès le début, avertissant qu'aucun niveau d'expertise ne pouvait complètement dompter l'hydrogène, mais le Helium Control Act américain ne laissa aucune alternative à l'Allemagne. Certains officiels balayèrent simplement le danger. Le capitaine Ernst Lehmann soulignait fièrement que les dirigeables opéraient en toute sécurité avec de l'hydrogène depuis des années, pourtant même lui entendit un jour un partisan américain murmurer qu'il priait pour que l'Allemagne ne regrette jamais une telle confiance.
Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une prophétie, attendant de se réaliser. En 1937, le Hindenburg était prêt pour une nouvelle saison de vol. Son premier voyage en Amérique du Nord était prévu pour début mai. La pression politique avait écarté Eckener, laissant le commandement au capitaine Max Pruss. Le capitaine Lehmann, l'un des hommes de dirigeables les plus expérimentés en vie, rejoignit le vol uniquement en tant qu'observateur. Encore en deuil de la mort récente de son jeune fils, il portait une tristesse silencieuse en montant à bord. Cependant, autre chose le troublait également. Une lettre lui était parvenue avant le départ, un avertissement prétendant qu'une bombe détruirait un jour le Hindenburg. Elle venait de Milwaukee, écrite par un inconnu. Lehmann ne croyait pas à la menace, mais les mots le perturbèrent suffisamment pour qu'il plie la lettre et la garde dans sa poche alors que le navire s'élevait de Francfort. 3 officiers de la Luftwaffe figuraient également sur la liste des passagers, le major Hans Hugo Witt, le colonel Fritz Erdmann et le lieutenant Klaus Hinkelbein. Ils voyageaient en civil officiellement affectés à l'étude des opérations de dirigeables à longue portée. Des rumeurs ultérieures prétendirent qu'ils avaient été envoyés pour arrêter un saboteur, mais Witt le nia lors de l'enquête américaine. Il maintint que la seule chose inhabituelle fut une inspection des bagages particulièrement stricte, déclenchée par un autre avertissement anonyme. Une fois le Hindenburg dans les airs, personne ne mentionna plus le sabotage. Des observateurs militaires avaient déjà volé auparavant, leur présence attira donc peu l'attention. Si quelqu'un de dangereux était à bord, il réussit à rester profondément caché. Le plus grand danger était quelque chose de plus vaste, de plus silencieux et déjà tissé dans la conception même du navire. Le Hindenburg quitta Francfort le 3 mai 1937 à 19h16, transportant 36 passagers et 61 membres d'équipage et stagiaires. Parmi eux se trouvait un mousse de 14 ans vif et impatient, nommé Werner Franz. Ce n'était que son 2e voyage en Amérique. Vêtu de son uniforme impeccable, il servait le café aux officiers, nettoyait partout où on le lui demandait, et travaillait sans relâche pour prouver qu'il méritait l'opportunité que son frère aîné avait aidé à obtenir. Werner voulait plus que tout montrer qu'il avait sa place sur le grand dirigeable. À l'aube du 6 mai 1937, le Hindenburg descendait à toute vitesse la côte nord-est des États-Unis, essayant désespérément de rattraper le temps perdu. Il devait arriver ce matin-là, mais des retards météorologiques avaient repoussé l'atterrissage à la fin de l'après-midi, plantant le décor pour le moment qui allait résonner à travers l'histoire. Même avec les contretemps, tout le monde à bord se sentait léger et excité. En milieu d'après-midi, le navire dériva au-dessus de la ville de New York et les passagers se pressèrent contre les fenêtres, contemplant l'interminable quadrillage de rues et d'immeubles. À 15 heures, le Hindenburg effectua une boucle lente autour de Manhattan, offrant à tous à bord une vue qu'ils n'oublieraient jamais. Werner Franz raconta plus tard que cela ressemblait à un océan d'immeubles, avec des voitures et des gens si minuscules qu'ils ne semblaient vivants que parce qu'ils continuaient de bouger. Cela rappelait à chacun à quel point le dirigeable était immense. Il s'étirait sur 245 mètres de long, presque la longueur du Titanic, glissant comme une ville flottante à travers le ciel. Vers 16 heures, le Hindenburg atteignit la base aéronavale de Lakehurst, dans le New Jersey, pour découvrir qu'une ligne d'orage de printemps avait traversé la région. Le capitaine Pruss décida de ne pas lutter contre les vents en rafale et la pluie. Au lieu de cela, il déplaça le navire dans une trajectoire douce en boucle le long de la côte du Jersey. Au sol, le commandant Charles Rosendahl et son équipage lui conseillèrent d'attendre. Ainsi, le géant d'argent dériva au-dessus des villes balnéaires comme Seaside Heights et Asbury Park. Les gens au sol levaient les yeux avec admiration chaque fois qu'il perçait les nuages. Un résident de Toms River raconta plus tard qu'il ne faisait qu'aller et venir comme s'il errait sur la côte. Finalement, vers 18 heures, les orages commencèrent à s'estomper. La pluie cessa et les vents se calmèrent pour atteindre environ 18 à 25 nœuds. À 18h22, Lakehurst contacta le capitaine par radio pour lui dire qu'il pouvait atterrir en toute sécurité. Vers 19h, Pruss ramena le dirigeable vers le terrain pour tenter un atterrissage avec amarrage en vol, ce qui signifiait larguer les lignes d'environ 200 pieds pour que l'équipe au sol puisse treuiller le navire vers le bas.
C'était une manœuvre familière pour les dirigeables américains, mais encore nouvelle pour les Allemands, qui ne l'avaient essayé que quelques fois l'année précédente. Malgré tout, Prusse se sentait stable et sûr de lui. Dans la nacelle de commandement, il demanda de ralentir les moteurs, alors que les derniers ajustements commençaient. Le premier officier Albert Simpt purgea de l'hydrogène des cellules avant et relâcha du lest d'eau pour équilibrer une légère lourdeur à la queue. Le navire descendit lentement à environ 600 pieds, se déplaçant vers les manutentionnaires qui attendaient en bas. À 19h41, alors que le crépuscule s'installait, les étapes finales commencèrent. Du lest avait été largué en 3 fois, totalisant environ 100 kg d'eau. Lorsque le navire atteignit environ 180 pieds, les membres d'équipage ouvrirent les écoutilles de proue et jetèrent les épaisses lignes d'amarrage. D'abord la ligne tribord tomba, puis celle de bâbord. Les équipes au sol saisirent les cordes et commencèrent à les attacher au treuil. Une brève averse de pluie commença à tomber. À l'intérieur de la nacelle de commandement, le capitaine Prusse et le capitaine Lehmann ressentirent une légère secousse lorsque la ligne bâbord se tendit trop, mais ils pensèrent que ce n'était rien de plus qu'une corde tirée trop fort. Ils ne se doutaient pas que dans l'histoire du Hindenburg, quelque chose de bien plus dangereux avait déjà commencé. Seulement quelques minutes plus tard, à 19h25, le désastre arriva. Plusieurs personnes sur le terrain virent un étrange flottement le long du haut du navire près de la queue. Cela ressemblait presque à une fuite d'une cellule de gaz, et l'enveloppe extérieure gonfla un instant. Le lieutenant de la marine R. Hankins Ward déclara plus tard avoir vu une ondulation semblable à une vague entre les cadres 62 et 77, juste là où se trouvait la cellule de gaz 5. Quelqu'un d'autre pensa que le revêtement arrière s'affaissait vers l'intérieur près du moteur bâbord. Au même moment, une faible lueur bleue scintilla le long de la peau, probablement de l'électricité statique due à l'air chargé d'orage. En seulement 1 seconde ou 2, un boom étouffé provint de l'intérieur, puis des flammes jaillirent. Un panache de feu s'éleva du haut du Hindenburg, juste devant l'aileron supérieur de la queue. Le commandant Rosendahl dit que cela ressemblait à une fleur orange vif, s'épanouissant à travers l'épine dorsale du navire. D'autres virent du feu jaillir près du moteur arrière bâbord et des évents des cellules de gaz 4 et 5. En un battement de cœur, toute la queue était en feu. D'en bas, les gens pouvaient voir les gouvernails géants et les ailerons briller puis disparaître dans la fumée. Le journaliste radio Herbert Morrison, qui décrivait calmement l'atterrissage, se mit soudain à hurler. Sa voix se brisa alors qu'il criait que le navire était en feu et tombait. Ces mots « Oh, the humanity !»« Oh, l'humanité !» allaient résonner à travers le monde pour des générations. Pour ceux à l'intérieur du navire, la destruction arriva avec une vitesse stupéfiante. Un instant, ils étaient prêts à descendre sur le terrain, et l'instant d'après, le monde devint une fournaise rugissante. Le barreur Helmut Lau était dans l'aileron inférieur, occupant le poste de pilotage auxiliaire lorsqu'il entendit le boom sourd. Il vit un éclair, puis l'intérieur de la cellule de gaz 4 rougeoya de jaune et de rouge. Quelques secondes plus tard, la cellule disparut simplement dans la chaleur. Le feu sauta d'une cellule d'hydrogène à l'autre. Il aspira de l'oxygène frais et devint blanc incandescent en déchirant la charpente. Des pièces de métal en fusion et du tissu brûlant tombaient partout. Alors que l'arrière perdait de la portance, la queue coula rapidement, la proue encore pleine d'hydrogène, qui n'avait pas encore pris feu, fut projetée vers le haut. Le dirigeable tangua à un angle de presque 45 degrés. Les gens à l'intérieur furent projetés à travers les ponts. Dans la salle à manger du pont A, Margaret Matter fut propulsée de 15 à 20 pieds contre un mur. Du côté tribord, le major Hans-Hugo Witt avait à peine traversé le salon lorsque le cri « Au feu » perça la pièce. Le sol s'inclina brusquement et il glissa impuissant à travers un flot fracassant de chaises et de tables jusqu'à ce que tout s'empile contre le mur arrière. La fumée et la chaleur remplirent le salon et par une fissure dans le plafond, il vit le feu rougeoyer au-dessus d'eux. Alors que la queue s'écrasait au sol, des flammes jaillirent en du nez qui était encore haut dans les airs. 9 membres d'équipage étaient dans la proue s'occupant des lignes d'amarrage. Lorsque le feu courut vers l'avant à travers la passerelle, il jaillit du nez comme un chalumeau.
La plupart des membres de l'équipage de proue n'eurent aucune chance. Beaucoup moururent sur le coup. Certains sautèrent des écoutilles, mais firent une chute mortelle. Le gréeur Eric Spale et 2 autres survécurent à la première explosion seulement pour souffrir de terribles brûlures. Spale mourut plus tard cette nuit-là. À travers le navire, la survie dépendait entièrement de l'endroit où une personne se tenait et de la rapidité avec laquelle elle pouvait sortir. Ceux les plus proches des fenêtres extérieures s'échappèrent plus facilement. Ceux profondément à l'intérieur n'avaient presque aucun espoir. Le chef steward Heinrich Kubis ouvrit les grandes fenêtres de la promenade et cria aux passagers de sauter. Beaucoup le firent. La plupart des survivants sautèrent de hauteurs comprises entre 20 et 50 pieds avant ou juste au moment où le navire touchait le sol. L'acrobate de cirque Joseph Spa défonça une fenêtre d'un coup de pied et sauta, se cassant la cheville, mais survivant. D'autres sautèrent sur le sable ou l'herbe. Certains blessés mais vivants. Certains des moments les plus déchirants vinrent de familles essayant de s'échapper ensemble. Mathilda Danner et ses 3 enfants regardaient l'atterrissage depuis la salle à manger bâbord. Lorsque la queue explosa en flammes, elle attrapa ses 2 garçons, Walter qui avait 10 ans et Werner qui en avait 8, et les jeta par la fenêtre. Tous 2 survécurent. Elle essaya de soulever sa fille, Irène, qui avait 16 ans mais ne put y parvenir. Avec le feu qui se rapprochait, elle dut sauter elle-même, se brisant le bassin, mais survivant. Irène fut secourue plus tard mais mourut de graves brûlures. Leur père Hermann était sorti quelques instants avant que le feu ne commence et ne revint jamais. De nombreux membres de l'équipage restèrent à leur poste malgré la conscience du danger. Le barreur Lowe mourut dans l'aileron inférieur. L'opérateur radio Willy Speck continua d'envoyer des messages jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par les flammes. Le gréeur Ludwig Knorr sauta à la toute dernière seconde et survécut avec de lourdes brûlures. Dans les zones d'équipage du pont B, Max Schulz, le barman bien-aimé, nettoyait probablement le fumoir lorsque le feu commença. Kubis dit qu'il avait vu Schulz essuyer le bar seulement quelques minutes plus tôt après avoir servi ses dernières boissons. Lorsque les flammes arrivèrent, Schulz fut piégé. Il a pu être renversé par l'inclinaison soudaine ou vaincu par l'épaisse fumée. Le barman de 60 ans ne s'en sortit jamais. Ses restes furent retrouvés dans l'épave, et son certificat de décès indiquait seulement qu'il était mort dans l'explosion du Zeppelin. Brûlure sévère. Lorsque les flammes s'affaissèrent finalement dans le champ à Lakehurst, le monde n'attendait rien d'autre que la mort. Pourtant, lorsque la fumée s'éclaircit, quelque chose d'étrange apparut à travers la brume. Des gens rampaient hors de l'épave. Certains boitaient, certains trébuchaient, et certains marchaient, comme s'ils avaient été tirés du bord d'un autre monde. Sur 97 âmes, à bord 62 survécurent. Au sol, un membre d'équipage de la marine fut tué lorsque des débris tombèrent sur lui. En tout, 36 vies furent perdues, et beaucoup d'autres portèrent des brûlures des os brisés et des souvenirs dont ils ne se débarrasseraient jamais pour le restant de leurs jours. Même dans cette horreur, des mains courageuses bougèrent sans hésitation. Les hommes de la marine qui avaient été figés le temps d'un souffle par la vue revinrent brusquement à l'action. Ils se ruèrent droit dans le feu pour en tirer les vivants. Le premier maître Frédéric Bull Tobin rugit « Homme de la marine, tenez bon !» et son équipage obéit, traînant les survivants dehors, alors que des explosions claquaient autour d'eux. Les pompiers et les médecins arrivèrent en quelques minutes. Les gens furent transportés à l'infirmerie de la base et aux hôpitaux locaux aussi vite que les corps pouvaient être soulevés. À travers la terreur, il y eut des moments de courage presque incroyables. L'une des histoires les plus étonnantes appartenait à un garçon qui n'était pas censé s'en sortir du tout. Son nom était Werner Franz Lemousse de 14 ans, dont le travail ce soir-là était simple. Nettoyer le mess des officiers, empiler la vaisselle et espérer que le temps s'éclaircisse pour qu'il puisse obtenir une permission à terre. Lorsque l'alarme d'atterrissage retentit vers 19h15, il continua de travailler. Il essuya les tables et remplit le placard de vaisselle. Puis il entendit un bruit sourd derrière lui. Le sol trembla. C'était la corde bâbord touchant le sol. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, et un instant plus tard, tout le navire tressauta vers le haut, la queue s'élevant brusquement.
Toutes les assiettes qu'il venait d'empiler jaillirent du placard et se fracassèrent sur le sol. Werner fit un pas dans le couloir de la quille pour voir ce qui s'était passé, et la vue le figea presque sur place. Loin au fond de la passerelle, une boule de feu fonçait vers lui. Toute la poupe était engloutie, et les flammes déchiraient les cellules d'hydrogène. La chaleur soufflait à travers le couloir. Werner trébucha en arrière sur la passerelle qui se raidissait s'agrippant aux cordes, alors que le navire s'inclinait encore plus haut. Ses pieds glissèrent. Pendant une seconde, il se sentit glisser vers le feu et il s'accrocha à tout ce qu'il pouvait atteindre. Plus tard, il admit qu'il était sûr que sa vie finirait là. Puis le destin laissa tomber sur lui quelque chose qui le sauva. Un réservoir de lest monté au-dessus de lui s'arracha alors que la structure se repliait sur elle-même. Des centaines de gallons d'eau se libérèrent et s'écrasèrent en bas. Le torrent le trempa complètement et le fit reculer sous le choc. Cela recouvrit aussi ses vêtements suffisamment pour le protéger du pire de la chaleur qui roulait vers l'avant. L'historien des dirigeables John Provan a dit un jour que Werner s'était trouvé au seul endroit du navire où un tel miracle pouvait se produire directement sous un réservoir qui éclata à l'instant parfait. Maintenant ruisselant et capable de penser à nouveau, Werner se souvint de quelque chose d'important. Il y avait une petite écoutille d'approvisionnement droit devant sur le côté tribord de la quille. C'était une ouverture carrée étroite utilisée pour charger les fournitures. Il essaya de grimper vers elle, mais l'angle du navire était encore trop raide. Il dut s'accrocher à une corde et attendre que la proue s'incline à nouveau vers le bas. Lorsque le navire plongea enfin lui donnant quelques pieds de sol plat, il s'élança vers l'avant. Il atteignit l'écoutille et se cala et l'ouvrit d'un coup de pied des deux pieds. Le couvercle vola vers l'extérieur. En dessous de lui, le sol se rapprochait rapidement, peut-être à 20 pieds. Werner sauta. Un instant, il sentit le navire s'élever derrière lui à nouveau. La proue avait rebondi à l'impact, donnant au garçon une fraction de seconde pour bouger avant que la coque en feu ne retombe. Par instinct, il se souvint de son entraînement, ne jamais courir avec le vent. Les flammes soufflaient dans la direction de sa chute. Alors il pivota et sprinta contre le vent sous la coque. Seulement quelques secondes plus tard, le reste du dirigeable s'effondra exactement là où il se serait trouvé. S'il avait couru avec le vent, le feu l'aurait rattrapé. Il trébucha hors de l'épave qui tombait ruisselant, contusionné et tremblant. Il vérifia son corps avec incrédulité. Il n'avait aucune brûlure, aucun os cassé, juste la peau mouillée et le souffle court. Humide, mais vivant. Ce furent ses premiers mots. Après s'être échappé l'adolescent stupéfait, aida à jeter de l'eau sur les feux restants. Le lendemain, il retourna vers le squelette fumant du navire avec le lieutenant George Watson. Il voulait une chose, sa montre Gousset. C'était un cadeau de son grand-père et il l'avait gardée avec ses affaires dans le mess des officiers. Se frayant un chemin à travers les débris calcinés, il la trouva exactement là où il l'avait laissée. Roussie, mais encore entière. Il saisit également un petit morceau de cadre en aluminium comme souvenir. Bien des années plus tard, il montrerait cette montre légèrement déformée aux journalistes comme preuve que son histoire s'était déroulée exactement comme il s'en souvenait. Les gens appelaient souvent son évasion la plus improbable de toutes. L'historien John Provan disait avec admiration que Werner avait survécu au crash sans une égratignure, chose que peu pouvaient en croire après avoir vu les images. Werner ne se vantait jamais. Il disait toujours que c'était de la chance de l'entraînement et cette soudaine chute d'eau venue d'en haut. Dans les années qui suivirent, il répondit aux lettres de quiconque posait des questions sur cette nuit-là. Il racontait son histoire simplement, la terminant souvent avec cette même phrase qu'il avait portée hors du feu. Humide mais vivant. D'autres voix s'élevèrent de l'enfer chacune, portant un éclat de vérité, chacune, façonnant le souvenir de cette nuit. Le major Hans-Hugo Witt était l'une d'entre elles. Il avait été tiré de l'épave en flammes par des camarades à demi conscients et enveloppé de fumée. Il se souvenait avoir glissé sur le sol du salon, alors que le plafond au-dessus de lui rougeoyait la chaleur poussant vers le bas comme un avertissement. Lorsqu'il se remit sur pied, il vit tout de suite que le navire sombrait. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il sprinta vers une fenêtre d'observation, sauta d'une hauteur de près de 20 pieds et fit confiance à l'obscurité en bas pour le rattraper. Il ne se souvint jamais de la chute. Il savait seulement que lorsqu'il rouvrit les yeux,
Il était au sol sonné et entouré de flammes. Des débris s'effondrant avaient dû le frapper, le piégeant sous du métal et des câbles brûlants. Par chance, le lieutenant Inkelbein, le même officier qui s'était tenu près de lui au moment de l'ignition, atterrit tout près et vit Witt gisant immobile avec un câble enflammé enroulé autour de son cou. Inkelbein se précipita, tira sur les fils brûlants avec l'aide d'un autre homme et traîna Witt loin des débris qui s'effondraient. Witt était vivant, mais à peine. Son visage, sa tête et ses mains étaient brûlés. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de la base de Lakehurst, puis transféré à l'hôpital Lenox Hill à Manhattan le lendemain pour des soins spécialisés. Des semaines plus tard, il commença lentement à guérir. Le 28 mai 1937, encore bandé et souffrant, il témoigna devant le département du commerce des États-Unis. Il parla du cri soudain, au feu, de l'explosion sourde de l'inclinaison du navire, de la porte coincée, qui refusait de s'ouvrir, et de la chaleur qui le poussa à sauter pour sa vie. Comme Franz, il insista sur le fait qu'il n'avait vu aucune bombe, aucune trace de sabotage, seulement un éclat soudain de feu et un combat instantané pour vivre. Il porta ses brûlures pour le reste de sa vie, jusqu'à son décès en 1976. Une autre voix façonna la tragédie d'une manière différente. Elle appartenait à Herbert Morrison, le reporter dont l'émission émotionnelle a atteint des millions de personnes. Son enregistrement était si intense que beaucoup crurent qu'il avait été diffusé en direct à travers la nation, mais il fut en réalité joué le lendemain. Sa voix se brisait alors qu'il regardait le navire tomber et lorsqu'il s'étrangla sur les mots « Je ne peux pas parler, mesdames et messieurs », et sanglota, le monde ressentit le moment avec lui. Des années plus tard, il expliqua que lorsqu'il cria « Ô l'humanité », il croyait que tout le monde à bord était mort. Lorsqu'il apprit que la plupart avaient survécu, il dit aux auditeurs qu'il espérait que ses premiers mots n'avaient pas fait paraître la chose pire qu'elle ne l'était. Sa description brute, couplée aux images d'actualité, fit du désastre du Hindenburg l'une des premières catastrophes médiatisées, rejouées dans les cinémas et les salons radio à travers le monde. Certains survivants transformèrent leur choc en témoignages. Parmi eux se trouvait le journaliste allemand Leonhard Adelt et sa femme Gertrude. Ils avaient été les invités du capitaine Lehmann et s'étaient échappés avec des blessures. À l'infirmerie de Lakehurst, Adelt vit un spectacle qui resta avec lui pour toujours. Le capitaine Ernst Lehmann était assis tranquillement sur une table gravement brûlée, mais étrangement calme, observant le chaos autour de lui. Adelt s'approcha et demanda « Que s'est-il passé ?» Lehmann, à peine capable de lever la tête, chuchota un mot « Blitzschlag », le mot allemand pour la foudre. Même dans l'agonie, il cherchait une cause. Adelt partit pour recevoir un traitement, ne sachant pas qu'il venait de parler à Lehmann pour la dernière fois. Pendant la nuit, l'état de Lehmann s'aggrava. Ses brûlures semblaient moins sévères que celles du capitaine Prusse, mais le gaz chaud avait brûlé ses poumons. Le matin du 7 mai, le commandant Rosendahl lui rendit visite à l'hôpital. Lehmann était lucide, presque serein, plus inquiet pour l'avenir des dirigeables que pour son propre sort. Sachant qu'il ne lui restait pas longtemps, il discuta de chaque explication possible pour le désastre avec Rosendahl. Chaque théorie ne menait nulle part. Il pleura le navire qu'il avait aimé si farouchement. Puis, il fit une dernière recommandation avec une clarté totale. Quelle que soit la cause, dit-il, le prochain navire doit avoir de l'hélium. C'était un revirement difficile par rapport à sa position antérieure, une reconnaissance sombre que les avertissements qu'il avait autrefois rejetés étaient justes. Alors que leur conversation touchait à sa fin, Lehmann donna à Rosendahl son dernier jugement. Il le regarda dans les yeux et dit doucement « Ce doit avoir été une machine infernale. » Dans ces dernières heures, il croyait que seule une bombe délibérée pouvait avoir créé une telle destruction.